diagnostiquer son patient, c'est-à-dire savoir s'il est dans une situation d'hyperostrogénie ou d'hypoostrogénie. Donc ça, c'est important de déterminer, parce que sinon, on ne pourra pas choisir le protocole, la phytothérapie, la gémothérapie qui sera adéquate à la problématique de la personne. Donc ça, c'est très important. Donc on voit, on ne va pas tout détailler, mais on voit l'hyperostrogénie, les œdèmes, hein, ça c'est classique, douleurs aux jambes, les irritations fréquentes des tendons, hein, donc des douleurs ostéo-articulaires, des cycles courts, des menstruations abondantes, diminution de la libido, des ballonnements, des douleurs abdominales, prise de poids. Donc ça, c'est toute l'hyperostrogénie. Et l'hypoostrogénie, donc rappelez-vous que l'hyperostrogénie, elle est généralement la conséquence d'une mauvaise synthèse de progestérone, d'un mauvais équilibre avec la progestérone, et c'est rarement une hypersécrétion d'ostrogène. C'est très rare, à moins que la personne consomme des produits de soja, par exemple, ou des phytoestrogènes de façon très importante. Généralement, le soja, ça pose beaucoup de problèmes. À ce niveau-là, ça apporte énormément de phytoestrogènes. Donc, ça peut aussi être un des facteurs déclenchants d'hyperostrogénie, les produits de soja, si c'est consommé à toutes les sauces. Hein. On peut consommer des produits de soja de temps en temps, il n'y a aucun problème, mais généralement, par exemple, moi, quand je parle de cette hyperconsommation, c'est la personne, elle a le steak de soja, la sauce, les crèmes culinaires soja, elle a les yaourts soja, elle a les protéines déstructurées de soja, elle a la totale de soja. Donc, dans ce cas-là, oui, effectivement, on pourrait être dans le cas d'une hyperostrogénie. Voilà. Mais généralement, l'hyperostrogénie, elle se règle par l'apport de progestérone, par la compensation de progestérone. Donc, la préménopause avec une hypoestrogénie, là, c'est bouffée de chaleur. Donc, c'est ce qu'on va retrouver à la ménopause généralement. Sueur nocturne, fatigue importante, insomnie, état dépressif, difficulté de concentration. On a vu les sécheresses des muqueuses, hein, chute de cheveux aussi accentuée, les douleurs articulaires, palpitations cardiaques, voilà, les dyspareunies aussi, les cystites à répétition, des cycles qui sont anarchiques, plus longs, plus courts. Voilà. Donc ça, c'est très important de diagnostiquer avant une prise en charge dans quel cas de figure la personne se trouve. Voilà. Et très important, si dans le cas d'une hyperostrogénie, bien vérifier qu'on n'est pas dans le cas d'une hyperostrogénie relative, c'est-à-dire une hyperostrogénie qui est déclenchée par un manque de progestérone et non un excès d'ostrogène. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, la ménopause, très facile à diagnostiquer, son diagnostic, il est principalement clinique, hein, comme on a vu tout à l'heure, on l'a pas mal répété, c'est l'absence de règles de plus de 12 mois, c'est ça la ménopause, donc associée ou pas, hein, selon la personne, à des troubles climatériques, donc principalement des bouffées de chaleur. Donc la ménopause, ça s'accompagne de tous les symptômes décrits dans le cas de l'hypoestrogénie, hein, on est bien d'accord, et pour vérifier par la biologie, on va tester la FSH, on va voir une augmentation des androgènes aussi, la FSH de 10 fois supérieure ou plus, hein, et une diminution de l'estradiol et de la progestérone. Alors, donc la ménopause ou les ménopauses, évidemment qu'il y a autant de ménopauses différentes que de femmes différentes, donc il n'y a pas une ménopause, mais il y en a bien plus que ça, donc c'est vraiment au pluriel, et ces différences sont liées à des facteurs génétiques, évidemment, des facteurs environnementaux et des facteurs nutritionnels aussi. Donc ça, c'est très important au niveau de l'hygiène de vie générale, de bien comprendre que ça aura aussi une incidence sur les choses vécues. Donc ici, 3 cas de figure classiques, c'est ce qu'on va retrouver généralement en cabinet, hein. Donc le premier cas, c'est un statut oestrogénique qui est bas, donc tout à fait normal pour la ménopause, statut androgénique qui est physiologique, normal, et la personne a une bonne aromatisation. Donc l'aromatisation, c'est un processus enzymatique qui va convertir des hormones en d'autres hormones. Là, on est par exemple sur la conversion pour les oestrogènes. Donc ce premier cas, généralement, ces personnes vivent bien la ménopause, hein, malgré l'arrêt de production
la baisse, pas l'arrêt, mais la baisse de production d'œstrogène, elle continue à produire de l'estrone au niveau des tissus adipeux, donc c'est le tissu adipeux qui a pris le relais. Elle a un statut généralement qui est bon, qui est optimal en testostérone, grâce à l'aromatase qui va convertir en estrone. Donc cette personne-là, dans ce premier cas, elle n'aura pas de problème, elle ne sera pas sujet aux signes climatériques. Mais elle n'est pas à l'abri non plus si elle consomme des choses, des aliments très riches comme du soja, des choses comme ça, ou des apports de testostérone, certaines choses, elle n'est pas à l'abri d'un cancer hormonodépendant aussi. Donc il faut le dire. Le deuxième cas, c'est un statut oestrogénique bas. Donc évidemment, on le retrouve toujours celui-là, les oestrogènes bas. Un statut androgénique physiologique et une mauvaise aromatisation. Donc dans ce cas-là, il y a un défaut d'aromatisation et ce défaut d'aromatisation, il va favoriser une hyperandrogénie. Les conséquences, on les a vues tout à l'heure, séborrhée, chute de cheveux, pilosité augmentée, utérus globuleux, douleur rachidienne, silhouette, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les dames, je voyais dans la Loire avec la moustache, silhouette trapue, musclée, avec des mollets marqués. Donc ça, c'est vraiment défaut d'aromatisation et qui va favoriser une hyperandrogénie. Et le troisième cas, statut oestrogénique bas et un statut androgénique bas. Donc là, il y aura des symptômes climatériques. On pourra observer évidemment la sécheresse cutanée et des muqueuses, une déminéralisation osseuse aussi précoce, une atrophie musculaire, un relâchement de la peau, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur. Donc ça, on va parler de testostérone à ce moment-là et puis aussi peut-être de la groove hormone. Voilà. Alors là, si vous avez des questions là-dessus sur DHEA, testostérone, groove hormone, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas trop développé sur cette formation-là, parce que ça prend du temps aussi. C'est un sujet ça demande une autre formation. Donc la prise en charge, évidemment, là on passe à la prise en charge. Donc il faut bien se dire une chose, c'est que ce n'est pas une maladie, la ménopause. La dernière fois, j'ai entendu une patiente qui me disait « Ah, monsieur Doucetto, je suis contente, enfin c'est bien pris en charge maintenant cette maladie. » Je lui dis « Mais ce n'est pas une maladie, c'est un changement hormonal qui est naturel, un processus naturel en fait. Et on pourrait, donc si la ménopause est une maladie, on pourrait dire que l'arrivée des règles aussi est une maladie. C'est la même chose. Donc la ménopause n'est pas une maladie, c'est un processus naturel physiologique qui peut passer, comme on l'a vu, complètement inaperçu, mais aussi qui peut occasionner des symptômes invalidants. Donc la prise en charge, évidemment, qu'elle sera individualisée, donc c'est important de faire un bon diagnostic, de savoir vraiment ce qui se passe, à quel niveau, à quel degré sont les déséquilibres endocriniens pour pouvoir agir et travailler et traiter les symptômes et aussi travailler sur la prévention de pathologies comme la dépression, l'ostéoporose et l'obésité aussi. Alors, dans les outils qu'on va pouvoir utiliser, évidemment, la phytothérapie, la micronutrition, il y a pas mal de choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas tout développé parce qu'il y a quand même pas mal d'outils. Il y a la gémo, il y a l'aromathérapie, il y a toutes ces choses-là aussi qui sont très efficaces. Mais bon, j'ai traité plutôt la phytothérapie. Voilà, moi, c'est ce que j'utilise. Je suis spécialisé dans la phytothérapie. Et donc, c'est vraiment ma partie. Donc, je développe vraiment ce que je connais bien, ce que j'utilise tous les jours. Donc, cette phytothérapie, elle a pour objectif de travailler évidemment sur les symptômes de la ménopause, mais aussi d'augmenter des fois, de travailler sur l'apport, d'augmenter le niveau d'oestrogène ou de progestérone si besoin. Voilà. Donc, rappelez-vous que c'est rarement le cas de manque d'oestrogène. On va retrouver des manques d'oestrogène comme ça chez des personnes extrêmement minces, mais chez les gens qui ont un petit peu d'embonpoint, un petit peu de masse graisseuse, chez ces femmes-là, on remarque jamais une chute drastique des oestrogènes. Donc moi, les oestrogènes, j'y touche pas, c'est assez rare, et je vais plutôt travailler sur la compensation de la progestérone, la chute
de la progestérone. Parce que, en fait, la progestérone, elle est produite par le corps jaune. Donc, à un moment donné, quand il n'y a plus d'ovulation, ben, il n'y a plus de corps jaune. Donc là, il y a une chute qui est nette de progestérone. Alors après, on a les glandes surrénales qui vont prendre le relais, parce que les glandes surrénales produisent un petit peu de progestérone, sauf que si la personne, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, en fatigue surrénalienne, donc à partir de ce moment-là, ben, il n'y aura plus de production de progestérone au niveau des glandes surrénales aussi. Donc ça peut toucher la DHEA, ça peut toucher les androgènes, évidemment. Donc ça, c'est plutôt lié à l'hygiène de vie, la fatigue chronique, plutôt qu'au phénomène de la ménopause. Donc, si j'utilise la phytothérapie, je vais choisir ma plante, mes plantes en fonction de mon profil et de mes symptômes, évidemment. Alors, ici, je vous ai mis des plantes phyto-hormonales. J'ai modifié le document. Là, je vous redonnerai une autre version PDF parce que là, j'ai rajouté, par exemple, les plantes, la testostérone. J'ai rajouté des plantes. Puis, j'ai souligné ce qui n'était pas à risque parce que on parle beaucoup de cancer hormonodépendant, de plantes à utiliser avec précaution. Et de là, ben, je me suis dit quand même, c'est plus sympa de signaler les plantes avec lesquelles on n'aura pas de soucis. Donc, moi, c'est sur lesquelles je vais le plus facilement. Hein. Donc, on a des plantes phyto-hormonales. Donc, ces plantes-là ne renferment pas véritablement des hormones. Hein. Elles contiennent des substances, des précurseurs d'hormones humaines qui leur permettent d'agir de la même façon. D'où le nom de plantes hormone-like. Donc, l'organisme va fabriquer à partir de ces substances-là les hormones dont il a besoin. Et c'est l'organisme lui-même et lui seul qui décide en fonction de sa complexité et de ses besoins s'il fabrique ou pas des hormones à partir de ces précurseurs. Donc, c'est pour ça que les hormonothérapies, moi, je ne suis pas spécialement favorable à ça. Alors, il existe des plantes oestrogènes-like, on les connaît, hein, le soja, moi, je ne suis pas fan. Il y a le houblon, la réglisse, il y a la sauge, le trèfle rouge ou encore le simifuga, ou son autre nom, lacté noir. Donc, les plantes qui sont soulignées, c'est les plantes qu'on pourra utiliser dans le cas de personnes qui ont eu des cancers hormonodépendants. Généralement, on va voir que le cancer hormonodépendant va se déclencher 5 ans avant la ménopause. Donc, généralement, le cancer aussi peut organiser la ménopause. Donc, on a des plantes progestérone-like, comme le yam, le gâtillier, le grimil ou encore l'alchimie, des plantes qui vont favoriser aussi la synthèse de testostérone, donc les testostérone-like. On a l'ortie, excellente l'ortie. Pour les femmes qui sont non ménopausées, on peut l'utiliser aussi, elle est excellente. Chose qu'il faut savoir, c'est pas prendre l'ortie après 17 heures parce qu'elle est tonifiante, elle risque d'empêcher de dormir. Et puis aussi, c'est une fluidifiante, donc on n'utilisera pas d'anticoagulant avec. Et on fera attention aussi, si on a des règles abondantes, d'arrêter l'ortie une semaine avant les règles. Donc l'ortie, elle est très bien, mais il faut un petit peu faire attention avec. Le Tribulus terrestris, aussi très connu hein, par les sportifs, les bodybuilders et ceux qui font de la masse musculaire. Le ginseng asiatique, le moringa, l'ananas. Alors là, l'ananas, c'est plus la broménaline qui sera choisie. Le principe actif, c'est la broménaline. On a la maca du Pérou et le fenugrec. En gros, les plantes de la testostérone-like, c'est toutes des plantes qui sont aphrodisiaques, hein, si on regarde. Hein. Donc, l'utilisation de plantes aphrodisiaques va automatiquement élever notre taux de testostérone. Donc, l'ensemble de ces plantes, sauf les plantes soulignées, seront déconseillées en cas de cancer hormonodépendant. Donc, ça, on l'a vu. Donc, il existe 3 familles de plantes phytoestrogènes. On a les isoflavones, les lignanes et les coumestranes. Donc, on voit que le soja est un dérivé qui contient des isoflavones, tout le monde connaît, hein, les isoflavones de soja. On va trouver des lignanes dans les fruits et légumes, les céréales complètes, les baies, graines de lin aussi. On va trouver des coumestranes dans les légumineuses, dans le brocoli beaucoup, la luzerne, le trèfle, les salades. Voilà, donc il existe encore de nombreuses controverses sur le potentiel bénéfique de ces plantes ou négatif de ces plantes.
à part les plantes que j'ai soulignées. Les autres, évidemment qu'il faut se renseigner avant de les prendre, aller voir un bon professionnel, parce que la réglisse, c'est pareil, elle peut organiser aussi une personne qui est hyper tendue, il ne faudra surtout pas utiliser de la réglisse. Ben voilà, les plantes, elles ont quand même des contre-indications aussi, hein, il n'y a pas que les médicaments allopathiques. Donc il faut les connaître avant de les utiliser et ne pas utiliser une plante comme ça parce que on a vu sur un magazine de beauté, de santé que telle personne prenait ces plantes-là. Donc il faut vraiment à chaque fois personnaliser sa prise de plante. Hein. C'est pas la même recette pour tout le monde à chaque fois. Donc voilà. Donc on voit que le lin aussi, il y a un statut particulier. Il est anti-cancer. Il n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes contre-indications qu'avec les autres oestrogènes-like. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez vérifier les sources sur le document de Richard Béliveau sur son site. Hein, c'est là que j'ai trouvé des informations assez intéressantes. Alors, au niveau des index de plantes de la ménopause, alors là, on va couvrir tous les signes climatériques de la ménopause. Là, les troubles vasomoteurs, les troubles du sommeil, les troubles cutanés, les troubles urinaires, les troubles de l'humeur, les troubles ostéo-articulaires. Donc là, on va répondre à tout ça. Alors, il y a beaucoup de plantes. Vous avez vu que pour traiter les bouffées de chaleur, soja, pollen, alchimie, sauge clarée, houblon, trèfle, acté à grappe noire, passiflore, gâtillier. Il y a beaucoup de plantes. Donc, c'est toujours pareil, il faut les connaître. Donc, c'est difficile ce soir de détailler chaque plante. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, donc vous savez que vous avez beaucoup d'outils pour travailler sur tous ces signes-là climatériques de la ménopause. Donc on peut agir sur les bouffées de chaleur, on peut agir sur la sécheresse des muqueuses, on peut agir sur les douleurs, inflammations articulaires, les troubles du sommeil, baisse de libido, rétention d'eau, toutes ces choses-là, on va pouvoir agir avec des plantes, évidemment. Donc, pareil, il n'y a pas tout, hein, on peut pas, il y a beaucoup d'autres plantes aussi qu'on pourrait utiliser. Je ne peux pas tout lister, hein, donc c'est des listes qui sont exhaustives, on peut encore les compléter. Après, les plantes qu'on va pouvoir utiliser, donc on a vu les plantes phyto-hormonales qui vont apporter des semblants d'hormones, hein, qui vont rehausser notre statut endocrinien, et puis les plantes qui vont traiter en général la ménopause, et on peut associer à tout ça la micronutrition, évidemment. Donc le magnésium, c'est l'antistress par excellence, hein, tout le monde connaît ça. Donc le magnésium, moi, qui m'a le plus épaté, c'est le vôtre, hein, celui-là de votre laboratoire. C'est pas parce que je fais une conférence pour vous que je dis ça, c'est réel. Donc moi, je suis à la recherche tout le temps de super produits vraiment de bonne qualité. Et là, j'ai vraiment trouvé un magnésium qui était très, très efficace par rapport à tout ce que j'ai pu tester, parce que moi, je suis un gros consommateur de magnésium, et donc je fais sans arrêt des tests avec des laboratoires, et je n'ai pas trouvé un magnésium encore équivalent à celui-là du laboratoire Goldman. Donc c'est un très bon magnésium liposomal. Donc il a aussi une fonction sur la modulation des stress thermiques, hein, et une régulation aussi de la spasticité, pardon, je vais y arriver, des vaisseaux. Donc, il va contribuer à la réduction de l'intensité des bouffées de chaleur. Donc, le magnésium aussi important. Les polyphénols, toujours, les polyphénols aussi du thé vert, des fruits rouges, sont protecteurs des vaisseaux et vénotoniques aussi. Donc, ils vont participer à la maîtrise des inconforts dus aux bouffées de chaleur. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi cette gamme de produits. Hein. Au niveau de la préservation osseuse, évidemment, la micronutrition elle est très importante. Donc, on va la trouver dans nos assiettes. Et ça, on parle beaucoup de micronutrition de cet outil-là dans les formations, mais c'est évident qu'on doit privilégier l'alimentation par l'assiette. D'ailleurs, c'est marqué sur tous les compléments alimentaires que prendre des compléments, ça impose aussi d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc, voilà, donc ça va avec. Hein. Donc, si on prend des compléments et qu'on mange des pizzas 4 fromages à chaque repas, évidemment que les compléments, ça aura une action moyenne. Donc, en micronutrition pour la préservation osseuse, on va retrouver la vitamine C, le calcium, évidemment,
vitamine K, la vitamine B6, le magnésium, on a vu tout à l'heure, le zinc, le silicium, la vitamine D. Il y a d'autres choses aussi. Le sélénium, on pourrait en rajouter, hein. Déjà, vitamine D et vitamine K extrêmement important. Là aussi, avec la formule Goldman, vous avez les deux, hein. Vitamine C aussi, moi, là, j'utilise que la formule liposomale. Les autres, je ne les utilise plus du tout. Voilà, vous avez des produits déjà qui sont très bonne qualité dans la liste là. Alors, au niveau de l'équilibre et la synthèse hormonale et production d'énergie, donc vous voyez que c'est une prise en charge globale, hein. Il n'y a pas que du gâtillier, il n'y a pas que de l'alchimie, il n'y a pas que du houblon et certaines choses, c'est une prise en charge qui est globale. Donc là, on voit un petit peu l'équilibre hormonal et la production d'énergie. On peut parler de mitochondrie aussi. Donc on va avoir besoin des vitamines du groupe B, hein, notamment toutes les vitamines, hein. Là j'ai mis B1, B2, B2, B3, B5, B6, B8, mais c'est toutes en fait les vitamines qui sont essentielles, hein, du groupe B. Et puis évidemment le zinc aussi. Donc là je vous ai mis un tableau des aliments riches en vitamine D. Ça facilite un petit peu pour une fois qu'il n'y a pas 3 tonnes de produits animaux. J'ai pris cette photo. Alors au niveau de la protection de la peau, on va pouvoir utiliser des huiles, hein. J'en ai sélectionné 3, 4. L'huile de bourrache, l'huile de nacre, l'huile d'argousier, l'huile d'argan. Donc ce sont toutes des acides gras qui sont très importants sur la souplesse et l'hydratation de la peau, d'apport en oméga 9 aussi, sachant que les oméga 9, on en trouve beaucoup dans l'huile d'olive et que ce n'est pas un acide gras essentiel, c'est-à-dire que notre corps sait fabriquer des oméga 9, mais toujours pareil, si on associe d'autres pathologies à la ménopause, par exemple un syndrome métabolique, évidemment que la conversion, la fabrication des hormones non essentielles, des acides gras non essentiels, pardon, ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Donc, dans ce cas-là, évidemment que c'est un problème à résoudre, des problèmes métaboliques, hein. Donc voilà, on a ces huiles-là. Donc la vitamine E aussi, qui est extrêmement importante, qui va nous protéger du stress oxydatif, hein. Donc voilà, l'huile de nacre, d'argousier. Alors on peut les utiliser sur la peau directement, mais on peut aussi trouver des gélules comme ça en bas dans la photo, où les 3 huiles, les 4 huiles sont dedans, sont incluses, et de là on n'a pas de produit à se mettre sur la peau. Donc ça peut être plusieurs utilisations, plusieurs possibilités, soit sur la peau, soit en complément alimentaire. Alors, au-delà de la phytothérapie, donc évidemment que la phytothérapie, la micronutrition va avoir son importance. De toute façon, dès qu'il y a des signes climatériques, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a souvent des carences liées par le stress, liées par une alimentation qui ne respecte pas certains principes. Alors, généralement, moi, je suis assez à cheval sur l'équilibre acido-basique. Donc là, je rappelle que une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée, c'est 70% de végétaux et 30% du reste, tout ce qui n'est pas fruits et légumes. Donc légumineuses, céréales sans gluten, produits laitiers, c'est les personnes qui en consomment. Moi, j'en consomme plus du tout. Voilà. Donc ça veut dire que la dominance, elle est sur les produits alcalins. Si la personne a une dominance de produits acidifiants, automatiquement, elle est déminéralisée. Donc évidemment que là, à ce moment-là, au moment de la ménopause, les déséquilibres vont s'accentuer, vont prendre des proportions un peu plus importantes. Mais le problème, à la base, il était déjà là, il n'est pas survenu au moment de la ménopause. Donc, la prise en charge de la ménopause par la phytothérapie, la micronutrition, c'est très bien, mais aussi il y a des règles d'hygiène alimentaire qui vont s'imposer, comme je vous expliquais, donc à favoriser la consommation de fruits et de légumes. Ça ne veut rien dire, parce que tout le monde dit ça, mais c'est vrai que ça ne veut rien dire. Donc, le ratio pour avoir un bon équilibre acido-basique, c'est 70-30. On devrait avoir 70% de nos aliments alcalins et 30% de nos aliments acidifiants en moyenne. Voilà. Donc, si on respecte ça, on n'a pas de problème d'acidose, on n'a pas de problème ostéo-articulaire, on n'a pas de problème de déminéralisation. Donc, on peut s'aider avec des compléments alimentaires, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la vitamine C, elle est
on peut un peu plus la doser pour traiter certaines choses, s'en servir comme antioxydant par exemple. La vitamine C, par l'alimentation, je reconnais aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir un taux plus important que 200 mg. C'est quasiment impossible. Oui, c'est impossible. Donc, la supplémentation de certaines choses, elle me paraît aujourd'hui incontournable. Donc, on parle de vitamine D. Donc là, une supplémentation en vitamine D, aujourd'hui, ça me paraît incontournable pour tout le monde, à part exceptionnellement la personne qui travaille dehors toute l'année et qui s'expose le corps partiellement à 40% des vêtus au soleil. Donc dans ce cas-là, effectivement, la personne peut éviter la supplémentation, mais en dehors de ça, toutes les personnes devraient se supplémenter en vitamine D et voir la vitamine C aussi parce que c'est extrêmement compliqué. La vitamine C, on sait qu'elle est détruite à 60 degrés. Donc, imaginez-vous que les personnes qui mangent tout cuit, qui n'ont pas de crudité, qui mangent très peu de fruits frais, évidemment que la vitamine C, on ne va pas retrouver beaucoup. Alors même les personnes qui mangent beaucoup de fruits et de légumes, on ne va pas trouver tant de vitamine C que ça parce qu'elle est détruite, elle s'oxyde très vite à la lumière et à la chaleur. Donc, soit on a un commerçant qui vend des légumes bio et qui débite beaucoup, et de là, on a tout le temps des légumes extra frais, moins de 3 jours après la cueillette, ce qui est extrêmement rare. Dans ce cas-là, oui, la vitamine C, elle est conservée. Dans le cas où les légumes traînent plus de 3 jours dans les cajots dans le magasin, la vitamine C, vous pouvez repasser, elle est oxydée. Donc la vitamine C en supplémentation, chez moi aussi, ouais, ça commence, je me dis, là, on part sur des choses, je veux dire, on n'évite pas la supplémentation. Donc vitamine D, vitamine C, ça me paraît aujourd'hui difficile alors je ne dis pas qu'il faut consommer des compléments toute l'année, mais par période, je pense que c'est nécessaire. Et la vitamine D, pour certains, comme moi par exemple, qui travaille en bureau, oui, je sors tous les jours, mais pas suffisamment. Je ne m'expose pas spécialement au soleil. Et de là, mon taux de vitamine D, il est dans les chaussettes. Donc là, aujourd'hui, je sens que j'ai une petite fatigue, j'ai un petit peu d'oxydation. Je vais tout de suite, la semaine prochaine, recommander de la vitamine D et de la vitamine C parce que j'ai fait une petite pause. Là, bon, pour les gens qui me connaissent, savent très bien que j'ai eu une pneumonie il y a un peu plus d'un an, extrêmement sévère et que je m'en suis sorti avec les méthodes naturelles. Mais je continue à avoir un petit peu d'inflammation et c'est surtout lié à la pollution atmosphérique qu'on a à Marseille. Donc voilà. Donc pour revenir après la phytothérapie, la prise en charge de la ménopause, l'hygiène alimentaire s'impose, évidemment. La femme ménopausée doit être très attentive à son alimentation et comme augmenter son apport aussi en oméga 3. Donc ça, c'est assez important. Diminuer aussi l'apport de quantité de protéines animales et favoriser plutôt les protéines de source végétale. Donc, consommer des fruits et légumes frais tous les jours, ça c'est ce que je vous disais. Bon, frais, ça, c'est toujours entre guillemets, on ne sait pas trop ce qu'on achète en fait, le temps d'entreposage. Voilà. Et évidemment, à côté de l'alimentation, on a l'activité physique aussi. Parce que si on parle d'ostéoporose, qu'est-ce qui va préserver la santé osseuse? C'est aussi l'activité physique et notamment de tirer sur l'os. Alors, ça veut dire quoi tirer sur l'os? Porter un peu du poids. Alors oui, c'est sûr que la ménopause, ce n'est pas des femmes très âgées, c'est la cinquantaine. Donc, on n'est pas au troisième âge, on n'est pas à 85 ans, là où il n'y a plus de muscles, on ne peut plus porter du poids. Donc là, à cet âge-là, on peut encore faire des exercices où on va tirer sur nos os. C'est-à-dire, quand vous revenez des courses avec un bon sac bien lourd, vous tirez sur vos os. Et de là, ça va favoriser la reconstruction osseuse. Donc, c'est comme ça qu'on peut aussi, avec les plantes et la micronutrition, favoriser aussi une bonne santé osseuse. Donc, l'activité physique, elle améliore aussi la qualité du sommeil. Elle diminue les bouffées de chaleur, les risques d'ostéoporose. On vient en parler là sur le fait de tirer sur nos muscles, sur nos os. Elle améliore l'humeur et la cognition, évidemment. On pourrait, dans certains cas, voir une supplémentation en DHEA, soutenir la production de testostérone et de la growth hormone. Moi, je parle de soutien toujours et pas
de supplémentation parce que c'est pareil, il y a toujours beaucoup de risques de cancer hormonodépendant derrière. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des cancers quand même, les gens qui ont des problèmes hormonaux, il y a des cancers derrière, beaucoup. Donc c'est un peu discutable. Maintenant, quand on parle de DHEA, moi, on parle de glandes surrénales. Et de là, glande surrénale, ben, c'est tout le monde qui est concerné parce qu'on a une hygiène de vie qui épuise complètement nos glandes surrénales. Donc, effectivement, que dans ce cas-là d'épuisement surrénalien, ben, la production de DHEA, d'endostrénodione est aussi impactée. Donc, est-ce que c'est plus intelligent de supplémenter une glande comme on le fait en allopathie pour la thyroïde ou alors de restaurer les fonctions de cette glande? Maintenant, on sait que certaines supplémentations, comme la supplémentation de DHEA, testostérone, elles ont une efficacité à partir du moment où les glandes surrénales sont toujours en santé, mais quand on arrive à un certain âge, très âgé, où là, c'est vraiment la phase avant le changement de notre monde, hein, eh ben, on aura beau booster en DHEA, ça ne fera strictement rien du tout. Donc, on a des études qui nous disent que la supplémentation en DHEA est efficace sur des gens qui ont qui sont assez jeunes, hein, et pas des gens très vieillissants. Et de là, ça va fonctionner. Une personne très vieillissante où elle arrive à une ménopause des glandes surrénales, si on peut appeler ça comme ça, eh ben, de là, on aura beau supplémenter, ça ne fera rien du tout. Alors, donc ça, c'est pas moi qui l'affirme, c'est des études que j'ai pu lire. Donc voilà, on peut travailler sur une supplémentation de DHEA, soutenir la production de testostérone. Moi, je favorise la régénération de la production de ces hormones et des surrénales plutôt que la supplémentation. Et ça marche très bien quand on régénère des glandes surrénales. Pour régénérer des glandes surrénales, c'est pas très compliqué. Magnésium, vitamine C et plantes adaptogènes. Après, il y a un petit peu des règles d'hygiène de vie aussi, mais magnésium, plantes adaptogènes, vitamine C, on a tout ce qu'il faut pour régénérer des glandes surrénales et ça marche très bien. Donc moi, c'est ce que je fais souvent, hein, quand on voit des personnes, par exemple, complètement épuisées, des problèmes de syndrome prémenstruel, des moments d'anovulation, pas de production de progestérone, pas de compensation par les glandes surrénales. On travaille juste sur les glandes surrénales et on voit tout s'améliorer. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que on peut régénérer les glandes surrénales très facilement avec des plantes adaptogènes, dont l'astragale, le l'eutérocoque, l'ashwagandha, la rhodiola, additionné de la vitamine C et du magnésium. Voilà. Et de là, on régénère les glandes surrénales. Alors les plantes de la femme, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très connues. Alors très connues par le monde de la santé naturelle, très connues par les utilisatrices aussi, mais très peu connues malheureusement par les professionnels de médecine allopathique, donc j'ai perdu le mot, les gynécos, ils ne connaissent pas ces plantes-là, c'est vraiment dommage parce que ça éviterait pas mal de désastres liés à la contraception. Donc, les plantes de la femme, on les connaît, c'est l'alchimie, elle a un effet progestatif. Donc là, c'est une plante qu'on va pouvoir utiliser dans l'hyperostrogénie relative. Rappelez-vous, ce n'est pas un excès d'ostrogène, mais c'est plutôt un manque de progestérone. Donc cette plante-là, elle va être très utile à ce moment-là. Donc là, on est dans la préménopause aussi, hein. Donc elle a un effet progestatif, progestérone. Elle a un effet anti-inflammatoire du côlon aussi. Elle est utilisée dans le syndrome du côlon irritable. Elle est un effet aussi sur les voies biliaires, elle est colérique, antispasmodique des muscles lisses. Donc c'est pour ça qu'elle est très utilisée comme anti-inflammatoire du côlon à ce niveau-là. Et elle est antioxydante, anti-oestrogène, et elle va augmenter la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Donc aussi, voilà. Donc à faire attention, une personne par exemple qui est en hyperthyroïdie, on ne va pas lui donner de l'alchimie, évidemment. Donc les indications, c'est syndrome prémenstruel et préménopause, dysménorrhée, fibrome, endométriose, diarrhée, gastro, donc ça concerne le tract digestif. La deuxième plante aussi qui est extrêmement connue, moi que j'utilise beaucoup, c'est le gâtillier. Pareil, elle a un effet progestatif, donc elle va mimer la progestérone. Donc c'est une plante qui est utilisée
Périménopause aussi beaucoup, syndrome prémenstruel aussi. Donc, elle régule le cycle, elle est sédative, anaphrodisiaque, elle inhibe la sécrétion de prolactine. Donc là, les mastodinies, hein, les seins qui gonflent, les douleurs au niveau des seins, elle est très intéressante. Donc, tout ce qui est problème, encore une fois, d'hyperostrogénie relative, elle est très intéressante. Donc, anti-oestrogène, anti-androgène, entraîne la remontée des concentrations de progestérone au milieu du cycle, normalise la sécrétion de la GnRH, la gonadotropine, la LH, FSH, agoniste dopaminergique. Donc, elle est super intéressante. Les indications, c'est les affections gynécologiques, évidemment, syndrome prémenstruel, préménopause, on l'a vu dans le cas d'une hyperostrogénie aussi, dépression prémenstruelle, mastodynie, anomalie du cycle. Enfin voilà, elle est très intéressante dans ce cas-là. Donc, c'est une plante que moi, j'utilise volontiers. Après, on a la sauge aussi qui a des effets, cette fois-ci, oestrogène-like. Là, on a vu deux plantes qui favorisaient la synthèse de progestérone, et là, on est sur des effets oestrogène-like. Donc, elle va stimuler l'ovulation. Elle a des effets aussi, les mêmes effets que la sauge officinale. Elle est antalgique pour les règles, donc elle calme les douleurs. Elle est antispasmodique aussi, anticholérétique. Donc, c'est important, antispasmodique, parce qu'elle va gérer les douleurs du bas-ventre, hein, pour les personnes qui ont des cycles, des syndromes prémenstruels. Les neuroprotectrices, on peut l'utiliser pour la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Personnellement, j'ai beaucoup mieux que ça, mais on peut l'utiliser aussi. Donc voilà, l'indication, c'est préménopause, hein, comme je vous disais, l'hyperostrogénie relative qu'on peut retrouver, les aménorrhées, dysménorrhée, vaginite, insuffisance hormonale, troubles circulatoires, dans d'autres utilisations, varices, hémorroïdes, fatigue nerveuse aussi. Alors, autre plante, le houblon, voilà, qui présente aussi des effets oestrogène-like. Donc là, c'est des plantes, hein, toutes ces plantes-là qu'on vient de voir à l'unité sont des plantes qui sont déconseillées, évidemment, dans le cas d'un cancer ancien, ou alors de parents qui ont eu de mamans qui ont eu déjà les cancers du sein. Donc, on fera attention à l'utilisation de ces plantes-là. Donc, le houblon présente des effets oestrogènes-like, donc elles vont mimer ces fameux oestrogènes, puissants oestrogéniques, efficaces sur les bouffées de chaleur et l'inconfort de la ménopause, sédative et antibactérien, antalgique. Donc là, spécifique pour les troubles de la ménopause, on y est, on n'est plus dans la post et la préménopause, là on est dans la ménopause. Donc, on va traiter les troubles de la ménopause avec le houblon, donc notamment les bouffées de chaleur et ces fameux signes climatériques. Donc, les insomnies aussi, elle a un impact sur l'endormissement, sur l'hyperexcitabilité, justement les insomnies d'origine nerveuse et état de stress important, et stimule aussi l'appétit. Donc, on peut l'utiliser en plante et on peut l'utiliser aussi en pommade. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette petite photo. On peut prendre des phytoestrogènes par la voie cutanée aussi. Alors, on a le kudzu aussi, qui est connu pour les gens qui font des sevrages d'alcool, de tabac. Donc, le kudzu, c'est une bonne plante aussi, effet oestrogéno-mimétique. Donc, elle va diminuer la résistance périphérique, elle est hypotensive, elle va favoriser la mémoire et l'apprentissage, elle va augmenter la concentration cérébrale par rapport au glutamate au niveau de l'hippocampe. Elle est antioxydante, elle prévient du stress cellulaire et elle s'oppose au mécanisme de glycation et antimutagène. Donc, c'est une plante qui est intéressante, anti-âge aussi, parce que les phénomènes de glycation, ce sont des phénomènes qu'on rencontre beaucoup en vieillissant. Donc, les indications, hypertension artérielle, arythmie cardiaque, artériosclérose, des ordres hormonaux de la ménopause, on a vu avec ces effets oestrogéno-mimétiques, des intoxications alcooliques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, addiction à alcool et tabac, donc les désaccoutumances, et aussi elle est intéressante pour les affections hépatiques. Donc, attention aussi, elle est non recommandée en cas de cancer hormonodépendant. C'est pour ça que sur le document tout à l'heure au-dessus, je vous ai souligné des plantes qui sont sans danger. Voilà. Alors, sur ce document, vous avez un lien que vous pouvez ouvrir directement sur la photo, vous cliquez dessus,
Donc, c'est une étude sur l'extrait de pollen. Et ça, l'extrait de pollen, c'est très intéressant parce que ça va soulager les désagréments de la ménopause. Il existe, comme on a vu, des compléments à effet hormonal contenant des phytoestrogènes, on l'a vu, mais on n'est pas sûr de l'innocuité de ces produits sur le long terme. Donc, moi, j'irais plutôt sur des plantes, des produits qui sont sans risque ou vraiment beaucoup moins risqués que ceux qu'on a vus. Donc, on a l'extrait de pollen qui va réduire significativement les symptômes de la ménopause avec un profil d'effet secondaire très faible comparé aux plantes phytoestrogènes. Donc, c'est intéressant, l'extrait de pollen. Vous avez ici au-dessus une étude scientifique qui en parle bien. Donc, c'est une solution possible, non risquée. Voilà, on arrive à la prise en charge. Donc là, je vous ai fait quelques petits exemples de prise en charge. Bien sûr, comme on a vu sur la précédente formation, on parle là d'un sujet, donc on se concentre sur un sujet, mais il est extrêmement rare d'avoir qu'un syndrome de la ménopause important avec des troubles vasomoteurs, des troubles du sommeil, des troubles cutanés, rien, des troubles ostéo-articulaires et des troubles de l'humeur sans conséquences anciennes en fait. C'est difficile, quoi. C'est extrêmement rare. Voilà. Donc, en préménopause, madame, 49 ans, a des cycles irréguliers, de temps en temps des bouffées de chaleur et mastodynie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner? Eh ben, de là. Donc là, vous voyez, on ne regarde pas son statut micronutritionnel, son taux de vitamine D, on ne fait pas attention aussi à l'équilibre au niveau des acides gras. On est juste sur le détail là de bouffées de chaleur et mastodynie. Hein, donc, sur toutes les prises en charge, c'est ça. Bien sûr qu'on pourrait aller plus loin. Bien sûr qu'on pourrait utiliser autre chose, de la GEMO, l'aromathérapie. Beaucoup d'autres outils sont aussi très efficaces. Alors là, dans le cadre de la phytothérapie, on pourrait utiliser par exemple pour les bouffées de chaleur et la mastodynie, l'alchimie gâtillier. On a vu que le gâtillier était intéressant pour les bouffées de chaleur. L'alchimie aussi. Voilà. Donc pour la mastodynie, hein, l'alchimie. Donc, deux plantes, on va les utiliser, on ne va pas donner ces plantes-là tout le mois. Hein. Moi, je les utilise en fonction du cycle. Donc, par exemple, l'alchimie, je vais demander à la personne, en fonction de son cycle, évidemment, de prendre l'alchimie au 14e jour jusqu'aux règles. Et puis, le gâtillier, elle va commencer la prise du 7e jour du cycle aux règles suivantes. Donc, au premier jour des règles, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Et au 7e jour, vous prenez le gâtillier. Et pareil pour l'alchimie, on compte le premier jour des règles jusqu'au 14e, et de là, on commence la prise des plantes. Voilà. En cas de bouffée de chaleur importante ou de règles peu fréquentes, on pourrait rajouter la sauge, on pourrait rajouter le kudzu, on pourrait travailler avec l'extrait de pollen aussi. Voilà, donc il y a plusieurs solutions possibles. Deuxième cas, une dame de 56 ans, sa ménopause s'est installée depuis 2 ans, elle a des bouffées de chaleur nocturnes, elle a un peu de sécheresse vaginale, des muqueuses, elle a pris un petit peu de poids, 3 kilos, et elle a une mauvaise qualité de sommeil. Donc la prise en charge pour cette symptomatique, avec ce que j'ai présenté comme plante, on va pouvoir utiliser l'alchimie et la sauge pour traiter les bouffées de chaleur et les signes climatériques. On va pouvoir utiliser le houblon aussi couplé, hein, les deux, on peut, les trois, bouffées de chaleur et insomnie. On va pouvoir utiliser les acides gras, hein, l'huile d'onacre, l'huile de bourrache pour la sécheresse vaginale et la sécheresse en général de la peau. Et on peut aussi lui conseiller un probiotique, un gynophilus. Voilà, c'est intéressant de ramener un probiotique à ce moment-là parce que pour traiter la sécheresse vaginale, si on a une sécheresse vaginale, ça veut dire que déjà il y a une modification au niveau du pH, il y a une modification au niveau du microbiote aussi. Donc, on peut éventuellement lui conseiller aussi de prendre un probiotique. Alors, là, ce cas aussi, donc 59 ans, sa ménopause s'est installée depuis 9 ans, elle a toujours des bouffées de chaleur nocturne, comme vous voyez, ça peut durer, de la tension artérielle, elle a pris aussi du poids et elle a des compulsions alimentaires, surtout vers le sucré. Donc, la prise en charge, la houblon kudzu, bouffée de chaleur et signes climatériques, plus dépendance du sucre, hein, on se souvient que le kudzu était très bien pour traiter les dépendances.
et traiter les risques cardiovasculaires aussi. Donc, on a l'alchimie qui va traiter les bouffées de chaleur. Le griffonia, cette plante est très connue, on l'a dans la liste des plantes, l'index des plantes de la ménopause, vous allez retrouver le griffonia aussi. Donc, pour traiter les troubles de l'humeur, il y en a d'autres évidemment, bien sûr. Et puis aussi, on peut traiter la tension artérielle simplement en rajoutant des oméga 3 si la personne n'en consomme pas, elle est en déficit d'oméga 3. Et éventuellement, on pourrait aussi lui donner des probiotiques, du Gynophilus. Et la dernière, je pense que c'est la dernière, c'est madame qui consulte, elle a 57 ans, sa ménopause est installée depuis 7 ans, elle a encore des bouffées de chaleur nocturne, sécheresse vaginale, des problèmes de sommeil, des douleurs articulaires, elle a une humeur dépressive et manque de motivation, ce qui peut se comprendre en cumulant tous ces problèmes. Elle a eu un cancer hormonodépendant. Donc, dans ce cas-là, on fera attention aux plantes phytoestrogènes et les phytoprogestérones aussi. Donc, la prise en charge elle va être plus délicate. Donc, on aura une prise en charge, le pollen me paraît intéressant, la mélatonine aussi paraît intéressante pour traiter bouffées de chaleur et problèmes de sommeil. On peut avoir aussi à utiliser. Donc, je vous ai mis une étude là sur les extraits de pollen purifiés par rapport aux isoflavones de soja. Donc, rien que le pollen, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le soja, c'est pas risqué, le soja c'est assez risqué, on voit que le pollen est déjà vachement mieux placé que les isoflavones de soja. Donc, moi, je ne vous ferai pas une éloge du soja ce soir, mais j'irai plutôt sur d'autres produits comme les extraits de pollen purifiés. Donc, pour traiter les troubles de l'humeur, le manque de motivation, évidemment, la rhodiola, une plante dopaminergique, et puis l'humeur dépressive, les variations, les troubles de l'humeur, la griffonia me semble aussi bien adaptée. Pour traiter la douleur, évidemment, les oméga 3, toujours incontournables dans la gestion des phénomènes inflammatoires, et une résine qu'on connaît bien pour traiter tout ce qui est inflammatoire aussi. Ça peut être les inflammations du tube digestif, mais ostéo-articulaire, la boswellia, la résine de boswellia est aussi excellente. On pourra utiliser pour la sécheresse vaginale et des muqueuses, pareil, l'huile de nacre, l'huile d'argan, l'huile d'argousier, le coenzyme Q10, la vitamine E pour traiter la sécheresse vaginale. On peut également lui conseiller aussi un probiotique Gynophilus. Alors voilà, merci à vous, l'exposé est fini. Je vais quand même vous présenter 2 livres pour finir et puis je vous laisse la parole si vous avez des questions. Donc ici, je vous ai mis pas mal d'études scientifiques. Il y a des liens aussi on peut accéder directement. C'est des choses très intéressantes. Et 2 livres qui sont pour moi incontournables. Franchement, c'est de très bons livres. Alors, sur les hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Donc, c'est mon ami, le docteur Vincent Renaud, avec qui je travaille beaucoup, et Véronique Liès, qui a été ma formatrice en Belgique en micronutrition. Véronique, elle est hyper pointue en micronutrition, elle est vraiment balèze de chez balèze. Et voilà, donc c'est des gens que je connais bien, que je côtoie toujours, avec qui je travaille dans notre organisme de formation scientifique. Donc Vincent a écrit ce bouquin, il est super, il est vraiment génial, il parle de tous les problèmes hormonaux, donc stress, surpoids, périménopause, acné, libido, fertilité. Donc il va donner des conseils sur la nutrition, sur la phytothérapie, sur la micronutrition. Donc c'est un livre qui est très complet et qui est accessible à tout le monde, contrairement des fois à ce qu'on peut trouver sur le sujet, qui est plus complexe, comme celui-ci, par exemple, Équilibre hormonal et progestérone naturelle, un livre indispensable pour la santé de toutes les femmes, du docteur John Early. Donc, c'est un super bouquin aussi. Celui-là, il est un peu plus complexe, il est un peu plus technique. Donc, c'est un ouvrage de référence. Il a été 5 fois réimprimé dans sa première édition française. C'est un best-seller aux États-Unis. Il est traduit dans de nombreuses langues. C'est vraiment quelque chose, une lecture indispensable pour tous les thérapeutes et toutes les femmes désireuses de mieux connaître et se prendre en charge par rapport aux problèmes hormonaux. Donc là-dessus, il revient sur le fait que la progestérone est beaucoup plus, la chute de progestérone est beaucoup plus impliquée en fait
que la baisse des oestrogènes dans les problèmes que retrouve la femme à la préménopause ou dans le syndrome prémenstruel. Donc, c'est des super bouquins que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. C'est vraiment de très, très bonne lecture. Voilà. Donc, je vais revenir à l'écran. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Voilà. Donc, est-ce que vous avez, je ne sais pas comment je peux revenir à mon écran. Alors, j'arrive pas à retrouver. Stop. Ah, voilà. Donc, normalement, je devrais. Ah, ben oui. Donc là, vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez me parler, voir si. Voilà. Bon, Voilà. ouais, merci Jean-Claude pour ta super présentation. Voilà. Donc, est-ce que ça a été clair pour vous? Parce que c'est pas simple, en fait, en une heure voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, où on s'attend à beaucoup de choses connexes par rapport à la ménopause. En fait, à la ménopause, il n'y a pas grand-chose, comme je vous expliquais, à traiter. Voilà. Après, les problèmes, ils sont antérieurs, ils ne sont pas liés, franchement, à ce changement hormonal. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a des questions? Alors, je regarde le chat. Donc, je ne sais pas, pour les personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros. Alors, moi, j'en ai une pour les patientes qui sont en préménopause, Oui, qui ont des problèmes de sécheresse cutanée. Qu'est-ce oui. que tu préconises? Des minéraux. Parce Des que minéraux? Eh oui, parce que en fait, l'hydratation de la peau, elle n'est pas liée à la boisson. Hier, j'ai écouté une conférence justement sur la ménopause où la personne disait qu'il fallait boire plus de 2 litres d'eau pour être bien hydraté. C'est complètement stupide et faux. Le fait d'avoir des tissus hydratés n'est pas lié à une augmentation d'eau, hein. C'est lié à la minéralisation. C'est-à-dire, si tu es complètement déminéralisé, tu ne vas pas capter l'eau, ton tissu ne va pas retenir l'eau. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une peau déshydratée? Ben, généralement, c'est un des signes d'un déséquilibre acido-basique. Un des signes. Si on additionne, par exemple, les crevasses au talon, hein, un talon bien crevassé, des ongles cassants, des ongles qui se dédoublent, des cheveux secs, pareils et cassants, bon, ben là, la fatigue, là, on peut dire qu'il y a une déminéralisation et donc une acidose tissulaire. Donc, c'est ce qu'il faut pour réhydrater des tissus, c'est vraiment combler toutes les carences au niveau minéral. Donc, de là, magnésium, calcium, potassium, ces 3 minéraux essentiels. Généralement, on va utiliser des formules alcalinisantes, donc des citrates. Voilà. Donc, après, si le citrate ne passe pas, ben, on va mixer le bicyclinate et le citrate en magnésium pour que ça passe mieux. Mais voilà, en fait, si tu veux, tu auras beau te tartiner de crème hydratante, de tout ce que tu veux. Ouais, non, ça marche pas. Eh non, ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelle la sécheresse rebelle, en fait, hein. Quand on appelle ça sécheresse rebelle, ça veut dire que la personne, elle traite par des pommades, par des crèmes hydratantes, tout ce qu'elle veut, sa peau, mais finalement, ça revient toujours, la sécheresse cutanée, elle est tout le temps présente, même si la personne va utiliser des crèmes hydratantes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout lié à la consommation d'eau, ni à l'apport de produits gras sur la peau, c'est lié à ta minéralité. Donc, une personne qui a une peau très sèche, c'est une personne qui est complètement déminéralisée. Ok. Voilà, donc, plus agir sur des minéraux et utiliser des compléments, ben, pas que du magnésium, mais magnésium, calcium, potassium. Voilà, il y a des formules alcalinisantes aussi, certains labos font ça. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser. Et là, on verra que notre peau, elle est super scintillante. Moi, j'ai une peau qui est très scintillante, qui est belle, qui est souple. Ben, pourquoi? Parce que je consomme énormément de fruits, de légumes. Quand je vois que j'ai pas trop le temps, que je me suis un peu mal alimenté ou quoi que ce soit pendant une petite période, je vais me faire des jus de légumes. Hein.
Donc, on peut utiliser les jus de légumes aussi. Après, il y a d'autres choses. Le plasma marin, c'est intéressant aussi. C'est difficile. Ça se vend très mal, le plasma marin, enfin, parce qu'on ne ressent pas les effets, en fait, donc, de la minéralisation. Quand on se reminéralise, on ne sent rien, on ne voit pas d'évolution. Enfin, si, on devrait voir une évolution justement sur l'épiderme. Moi, quand j'ai fait une cure de vitamine C, la première cure de vitamine C que j'ai fait avec votre vitamine C, au bout de 15 jours, je rencontre des amis samedi et ils me disent ouais, JC, tu as un super teint, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai dit bah, j'ai un super teint, pourtant je suis un peu fatigué, tu vois, j'ai beaucoup de boulot, donc le super teint, je le dois à la vitamine C que je prends en ce moment. Voilà. Donc c'est ça. Donc je veux dire, à un moment donné, je veux dire, si tu es tout pâle, tout blanc, tout gris, c'est pas des crèmes et des pommades et des machins qui vont faire leur effet, c'est vraiment notre statut minéral qui va déterminer ça. Ok. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut discuter aussi, parce que j'avais préparé ça. Attends, il y a Corinne qui a une question. Elle a laissé une question sur le chat par rapport à l'endométriose. Quelles conséquences sur la ménopause, sur la maladie? Les conséquences qu'on avait, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes métaboliques, tous ces problèmes qu'on a listés tout à l'heure, après des symptômes liés à un syndrome prémenstruel ou à une périménopause, une préménopause qui ne se passe pas très bien, quoi. Donc, endométriose, toujours, c'est un problème d'hyperostrogénie relative et on va traiter avec du Galtilier, alchimie. Moi, j'associe les deux et on a un très bon résultat avec ça. Ok. Alors toi, dans ta pratique, Jean-Claude, tu n'utilises pas la micro-hormonisation. Tu es plutôt sur tout ce qui est phyto-hormones. Ouais, c'est un premier réflexe à avoir. En fait, avant de supplémenter une glande, on va supplémenter une glande si elle est vraiment KO, si elle est supprimée. Si on supprime la thyroïde, évidemment qu'il faut supplémenter. Voilà. Si on n'a plus de glande surrénale, évidemment qu'on va aussi supplémenter. Enfin, quand on a une glande qui ne fonctionne plus, évidemment qu'on n'a pas le choix de supplémenter. Mais le premier réflexe, c'est régénérer l'organe. C'est pas de dire bon, allez, c'est pas grave, ton organe ne fonctionne plus, on s'en fout, on va coller des hormones. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, donc, en premier, on va travailler sur la régénération des glandes surrénales. Par exemple, DHEA, là, j'ai préparé pas mal de choses sur justement ce que tu me disais, DHEA, la groove hormone, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on peut booster par la nutrition et par certains compléments alimentaires avant de supplémenter. Oui, non, mais de toute façon, la growth hormone, bon, tu peux la. Il y a des techniques pour oui, bien sûr. Pour la sécréter naturellement, enfin, du moins pour l'augmenter en faisant certains exercices sportifs, mais aussi en faisant du intermittent fasting. Voilà, enfin, il y a des techniques pour le faire. Mais les gens qui font de la micro-hormonisation, je pense qu'ils sont plus dans l'optimisation plus que du traitement comme on le connaît, quoi. Enfin, c'est-à-dire, les gens qui font de la micro-hormonisation sont vraiment dans l'optimisation de ralentir les effets de la ménopause ou bien sûr. Du vieillissement en règle générale. C'est ça, parce que c'est des effets du vieillissement. La ménopause, c'est pas l'effet du vieillissement, en fait. Non, mais parce que les gens, quand ils parlent des hormones, ça leur fait peur. Enfin, en France, ça fait peur quand on parle des hormones. Mais c'est surtout la micro-hormonisation qui est très, très peu connue en France, qui est, je pense, assez connue en Belgique. C'est quelque chose qui est relativement… ce sont des pratiques qui sont utilisées, la micro-hormonisation. Oui, tout à fait. Moi, je vois avec Résimon, pareil, qui est un confrère belge, qui fait partie aussi de notre association scientifique. Là. Lui, il prescrit très souvent la DHA dans le cas de fatigue surrénalienne. Mais c'est toujours pareil, c'est des dosages qui sont assez faibles. Ah oui, c'est très faible, oui. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est
vraiment un dosage assez faible. Et puis, ça peut être intéressant, par exemple, de coupler deux techniques. Par exemple, de régénérer les glandes surrénales avec ce qu'on a vu, la vitamine C, le magnésium et les plantes adaptogènes. Et pourquoi pas un petit peu de DHEA. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Une personne pour faire remonter un peu le taux de testo. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que les femmes sont malheureusement plus carencées que les hommes en testo. Ouais. Alors, ça vient de la fatigue surrénalienne. Donc, c'est important de comprendre que c'est lié déjà à une fatigue qui est présente déjà depuis un moment. Donc, à un moment donné, avec les effets climatériques de la ménopause, par exemple, augmentation du stress, parce qu'elle dort très mal, parce qu'elle a des bouffées de chaleur, parce qu'elle n'a plus de rapport, alors ça ne se passe pas très bien avec monsieur aussi qui ne comprend pas bien les choses, c'est tout un stress supplémentaire. Et de là aussi, ça va, s'il y a déjà des glandes surrénales qui sont épuisées, elle va encore accentuer cet épuisement. Donc évidemment que là, elle risque d'avoir une synthèse d'androgènes complètement très peu importante. Et donc de là, testostérone dans les chaussettes, évidemment. Donc oui, on pourrait utiliser la technique que j'utilise moi pour régénérer les glandes surrénales, plus un petit peu de DHEA. Voilà. Alors c'est toujours pareil, ça, Jordi, c'est toujours pareil. Ces supplémentations-là, elles sont intéressantes sur des gens qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas eu. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et pareil, il faut garder le capital santé. C'est ça. Tu l'as bien dit dans ta formation. Tu payes les pots cassés, faut passer à l'addition, tu payes les pots cassés. Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pas quand tu es en ménopause qu'il faut regarder la formation sur la ménopause, c'est bien avant. Oui, c'est ça. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de parler du capital osseux, surtout chez les femmes, parce qu'il me semble qu'à partir de 30 ans, c'est beaucoup plus difficile à créer les ostéoblastes. Et donc, du coup, gagner en capital osseux. Ouais, mais là, Jordi, là, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est pas un phénomène de ménopause, c'est un phénomène de manque de vitamine D, de plein de choses. C'est pas franchement. Je veux dire, quand on voit, par exemple, sur le livre là que je vous ai présenté, Suicide, ouais. Il parle très bien, on le voit à l'envers, mais celui-ci, il parle très bien de ces phénomènes-là, et on voit que c'est en fait les problèmes d'ostéoporose. Donc, on fait des analyses au moment de la ménopause, et c'est pas on constate une ostéoporose, mais je veux dire, l'ostéoporose, elle n'est pas arrivée il y a 3 jours avant l'examen. Oui, non, c'est ça. Tu vois, donc, elle est bien ancienne. Donc, de là, on revient à l'équilibre acido-basique, toujours, et au taux de vitamine D, à certaines carences. Pourquoi notre ossature, justement, elle ne se refait pas correctement? Qu'est-ce qui fait que là, on a une mauvaise ossature, une mauvaise recalcification? Vitamine D, il peut y avoir, donc on ne fixe pas le calcium, il peut y avoir des fatigues aussi sur ces fameuses glandes surrénales aussi, on a parlé. Donc, c'est pas qu'un phénomène de la ménopause. L'ostéoporose, si on regarde certaines analyses, on va retrouver des ostéoporoses 10-15 ans avant la ménopause. Ouais. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est lié à la ménopause, c'est un phénomène qu'on va détecter à ce moment-là. Parce que c'est le moment où on fait tous les examens, on voit un petit peu, on vieillit, on s'inquiète de son ossature, voir ce qu'il en est. Et puis là, surprise, on se rend compte que, oh mon Dieu, on a de l'ostéoporose, de l'arthrose depuis longtemps, enfin des déséquilibres ostéo-articulaires qui sont installés depuis longtemps. Ça vient de l'équilibre acido-basique. À partir du moment où on a une alimentation qui est à dominante acidifiante, c'est évident qu'on va taper dans notre capital osseux. Parce que, en fait, quand on mange acidifiant, alors par exemple, j'ai mangé un taboulé et puis une sardine à midi, je suis pressé, je n'ai pas le temps. Alors je me fais mon taboulé, il est bio, ma sardine, elle est bien pêchée, tout ce que tu veux. En attendant, c'est un repas complètement acidifiant, il n'y a pas de légumes. De là, quand je vais absorber ce repas, qu'est-ce que va faire mon organisme? Pour tamponner l'acidité de ces aliments, il va donner des bases. Donc, il va donner mon calcium
il va donner Oui, mon il va potassium. compenser. Et ouais, il va compenser. Donc, Ouais. imagine-toi que notre mode alimentaire, il est hyper acidifiant. Le 70-30, il est inversé. Et encore, je suis gentil parce que des gens qui ont 30% de l'alimentation alcaline, c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup, c'est 80% acidifiant. Donc, toute ta vie, ton corps, il compense, il donne ses bases. Eh ben, tu te retrouves à 50 balais, ben, tu n'as plus rien sur les os. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je veux dire, ce n'est pas des phénomènes liés à la ménopause directement. C'est des choses. Oui, c'est la, enfin, c'est la conséquence. C'est le résultat, Exactement. quoi. C'est le résultat de. Exactement. C'est pour ça que, comme je disais à Alexandre, je disais, moi, la personne qui ne veut pas faire avec moi le cours sur la nutrition, bon, on ne travaille pas ensemble, ça ne sert à rien. Parce que si la personne ne comprend pas que dans l'hygiène alimentaire, par rapport à ça, elle va optimiser tous ces outils, donc les plantes, les compléments alimentaires, tout ce qu'on va prendre, s'il n'y a pas une réforme un petit peu générale dans son hygiène de vie, si elle ne dort pas bien, par exemple, moi j'ai une personne ménopausée, elle se couche à 2 heures du matin. Évidemment que tu as les joues qui pendent et tout qui pend. La groove hormone, il n'y en a pas. Elle ne synthétise pas de groove hormone. Donc voilà, c'est beaucoup lié à l'hygiène de vie. Après, on va récupérer des grosses carences et on va récupérer des grosses carences avec l'utilisation des compléments et la nutrition. Donc moi, j'ai beaucoup de succès dans mes protocoles et ils marchent tous parce que justement, je vais actionner plein de leviers. Si juste je donne un complément, une plante, il y aura très peu de résultats. Ou il sera éphémère, on va dire, le résultat. Quelque temps après, les déséquilibres, si la personne n'a rien modifié dans son hygiène de vie, ils vont s'accentuer et l'outil qu'elle utilise sera sans doute plus suffisant pour masquer ces erreurs d'hygiène de vie, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Alors, voilà, donc ça, c'est DHEA, on peut en donner. Testostérone aussi. Moi, déjà, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas prescrire ce genre de choses. Et puis, donc j'ai l'habitude de travailler différemment. Hein. Mais même si j'avais à prescrire ce genre de choses, je crois que je le ferais à la pince à épiler, vraiment avec beaucoup de réflexion. Non, mais je pense. Non, mais le problème, c'est qu'en France, c'est interdit. Oui, c'est ça. Ils ne font pas. Bon, en Belgique, Ouais. ça se fait. Ouais. Angleterre, c'est compliqué, mais bon, on le fait quand même. Ouais, mais en France, ouais, de toute façon, on a plus vite fait le tour de ce qui est autorisé que ce qui est interdit. C'est plus ça. On n'a pas le droit de grand-chose ici. Il n'y a plus le droit de Même faire moi, grand-chose, donc au moins c'est ouais, réglé. même moi, je surveille tous les mots que je dis dans ce genre de formation parce qu'on pourrait m'accuser de pratiques illégales de la pharmacie, de la médecine, de tout ce que tu veux. Donc, il faut faire super attention, il faut être assez prudent, surtout avec les zinzins qu'on a au gouvernement. Là. Non, mais là, on est entre nous, donc enfin, je veux dire, Ouais, entre ouais, praticiens, ça pose ouais. pas de problème. Voilà. Alors, si vous voulez, par exemple, je vous avais préparé un petit truc sur, évidemment, sur la testostérone, par exemple, ce qui va stimuler la production de testostérone, vitamine D, tu vois, on revient à ça. Donc, si tu as un taux de vitamine D dans les chaussettes, eh ben, ta testostérone, tu n'en auras pas une grosse synthèse, hein, toujours pareil. Donc, il y a plein de choses. Il y a le zinc, le magnésium, la vitamine B6. Il y a en fait, ces éléments-là se construisent avec d'autres matériaux. Donc, si on n'amène pas les matériaux adéquats, évidemment qu'il y aura des soucis dans la synthèse. Alors, on peut utiliser des plantes, comme on a vu, Tribulus terrestris, ginseng, le moringa, l'ananas, toutes ces choses-là, elles vont aussi aider. Mais voilà, donc c'est tout un problème de nutrition, de, de, de manque de minéraux, beaucoup de manque de minéraux parce que l'équilibre acido-basique, il est carrément pas bon. Et personne ne donne de ratio, absolument personne. On nous dit qu'il y a des aliments basiques, on nous dit qu'il y a des aliments acidifiants. Faire attention avec les aliments acidifiants, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc avec cette info, on fait quoi? Moi, j'ai eu des patients, à un moment donné, j'ai eu un patient qui, je vois arriver mais, la peau sur les os et je lui dis, qu'est-ce que vous mangez? Il me dit que des fruits et des légumes. Je dis, ah bon, pas de légumineuses, pas de céréales sans gluten, pas. Non, non. Ah bon, pourquoi vous n'aimez pas? Non, non, pas du tout, c'est parce que c'est acidifiant. Voilà. Donc, on se retrouve avec des gens qui vont avoir des comportements Extrême. extrêmes par rapport à des informations qui sont mal données ou partiellement données.
Et ça, c'est pas bon. Donc, moi, je le répète à chaque fois, à chaque formation, c'est le ratio, c'est 70-30. Si à 70% du temps, on respecte ça, on n'aura pas de problème de déminéralisation. Pas de souci. Donc, on le voit. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas eu de problème de déminéralisation avec ma pneumonie. J'ai eu plutôt des problèmes inflammatoires. Mais à un moment donné, ça jouait un petit peu aussi sur la minéralité. J'ai vu que j'avais des talons fendillés, que j'avais des, les tibias qui étaient aussi très secs. J'ai vu que je m'acidifiais un petit peu. Eh ben, j'ai pas acheté des crèmes. J'ai bu, je me suis consommé des minéraux, du magnésium, des jus de légumes. Je me suis reminéralisé. Et de là, ben, là les crevasses de mes talons se sont enlevées. Ma peau est devenue lisse et souple. Voilà, sans utiliser de crème. Alors, et le silicium, moi j'ai remarqué que le silicium organique tout seul, ça fonctionne pas. Il faut l'accompagner avec d'autres trucs, quoi. ouais, mais comme beaucoup de choses, c'est pour ça que je parle beaucoup d'alimentation et parce que on va retrouver un totem qu'on va pas retrouver dans les plats. Par exemple, moi, ta vitamine C, je la bois, bon, parce que j'ai un bon équilibre acide-basique, mais je la bois avec un petit jus de citron. Oui. Hein, parce que je remets les antioxydants, je remets pas mal de choses qui sont généralement compris dans la vitamine C, mais là qu'on ne retrouve pas dans une gélule. Donc, pour optimiser l'effet vitamine C, ben, je vais la boire avec un jus de citron, par exemple. Voilà. Alors, il y a un truc que je voulais dire aussi. On parlait d'hormones et on n'en a pas parlé, mais les déodorants, les parfums, Ouais. certaines crèmes sont des perturbateurs endocriniens aussi. Donc là, on s'imagine, on a des études scientifiques qui nous disent que tous les déodorants féminins, masculins aussi, mais c'est moins problématique chez l'homme parce que au niveau des hormones, c'est pas pareil. Mais chez la femme, on a vu que les déodorants, c'était des précurseurs de cancer du sein. Oui. Évidemment, tu es à côté du sein, tu es sous le bras, tu es à quelques centimètres du sein, donc tu pulvérises tous les jours de perturbateurs endocriniens une zone qui est très endocrinienne, en fait, qui fonctionne vachement avec les hormones. Donc, c'est là aussi le problème. Donc, dans l'hygiène de vie, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver chez nous. Donc là-dessus, il faut faire le point aussi. C'est ce que je dis dans consultation. Une personne qui a un syndrome prémenstruel ou des choses comme ça, faire le tour. Et là, ça concerne les ustensiles de cuisine, les papiers, les films étirables, c'est bourré de phtalates. Donc, c'est des choses, c'est des perturbateurs endocriniens. Il y en a partout. Dans les poils anti-adhérentes, il y en a partout, partout, partout. Alors, c'est évident que si tu as des déséquilibres, des carences vitaminiques et des minéraux, plus toute une série de perturbateurs endocriniens que tu t'étales tous les matins sur la peau et le soir, plus l'environnement dans lequel tu es, c'est bourré de perturbateurs endocriniens, évidemment que là aussi, il va y avoir des conséquences. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. En fait, les problèmes, ils sont toujours, il faut le voir dans la globalité, Oui. et non dans l'aspect petit, resserré, la symptomatique, quoi. Voilà. Voilà, messieurs, mesdames. Est-ce qu'il reste une dame? Bon, après, je pense que la rediffusion, elle va à monsieur. Non, mais il y a des gens qui pouvaient pas, qui pouvaient pas assister, donc on leur transmettra le replay. Ouais. Alors, moi, je vais vous renvoyer tout à l'heure le PDF parce que j'ai souligné des trucs, j'ai rajouté sur les effets testostérone-like des plantes. Comme ça, c'est plus complet. Hein, il n'y a pas grand-chose de rajouter, mais moi, le PDF, il est fini. Voilà, donc comme ça, si vous voulez distribuer, le donner, tout à l'heure, je vous renverrai la version que j'ai utilisée ce soir. Merci. Ok. Parce que moi, si tu me laisses le dossier PDF 15 jours de plus, tous les jours, attends, je vais quand même leur mettre ça. Ah, mais attends, je vais leur rajouter peut-être une petite photo aussi. Et puis attends, je vais là. Ah, cette information. Voilà. Donc il y a des choses. Non, mais là, c'était complet. On a eu un super cours là. Voilà. Donc après, c'est difficile d'exposer quelque chose d'hyper précis parce que on a vu, autant il y a de femmes qu'il y a de ménopauses différentes, autant il y a de passé médical, de terrains différents. C'est pareil, c'est exactement la même chose que pour on va pas citer le nom, mais pour
ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui en décèdent et il y en a d'autres qui vont avoir le nez bouché, un peu de fatigue, et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc, c'est pas que il n'y a pas deux différents virus, un méchant et un gentil. Il y a deux terrains très différents. Voilà. Donc, il y a un terrain qui est complètement épuisé, qui n'a plus de réponse immunitaire. Et puis, en plus, il faut voir que ça va réveiller d'autres choses, parce que si le système immunitaire est complètement dans les chaussettes, on a beaucoup de virus, de bactéries pathogènes dans le corps. C'est un peu comme la maladie de Lyme. Ça va réveiller tout ça. Donc, des fois, on va se retrouver avec des choses encore plus qui ne correspondent pas à la bactérie ou au virus, parce que tout simplement, on a réveillé d'autres bactéries ou d'autres virus qui étaient en sommeil, qu'on avait en sommeil. Donc, c'est toujours une question de terrain et ça, c'est très important de comprendre que si on a une mauvaise hygiène de vie, on va avoir un terrain complètement déséquilibré qui sera favorable à tous les déséquilibres possibles et inimaginables. Voilà. Ok. Bon, alors, oui, dis-moi. On se voit donc pour le mois prochain. Ça va? Vous avez le thème, non? Pas encore? Non, je vais réfléchir. On va voir par rapport au feedback. D'accord. Est-ce que vous faites est-ce que toi, tu as une page formation laboratoire Goldman où tu as de la documentation, où tu peux mettre… Non, je le ferai plus tard. Voilà, donc le jour où tu fais ça, moi, je te donnerai déjà des PDF que j'utilise en consultation pour les gens qui auront accès à ton site sur la nutrition, le 70-30, les équilibres acido-basiques, toutes ces choses-là, ça va. Comme ça, au moins, les gens auront aussi de l'information précise là-dessus. Oui. Voilà. Voilà. Merci à vous de m'avoir supporté encore une soirée de plus. Merci à toi pour cette présentation. Et voilà. Si dans les présentations, les formations qu'on fait, vous avez besoin de documents sur tout ce qui est traité, DHEA, progestérone, tout, même ce qu'on n'a pas vu, vraiment, on n'a pas approfondi. Mais moi, quand je fais une formation, je passe à peu près 15 jours dessus, j'utilise beaucoup de documents, des thèses scientifiques, beaucoup de choses. Donc là, c'est pareil, si vous voulez deux thèses que je peux vous donner, une sur la ménopause et sur les solutions qu'on peut avoir avec des ménopauses, des personnes qui ont déjà eu un cancer hormonodépendant, elles sont super les thèses. Voilà. Donc ça aussi, on peut faire, voilà, j'ai beaucoup de documents qui servent à créer les slides et la formation. Donc si vous avez besoin d'informations, il n'y a pas de souci, c'est disponible. Moi, je crée chaque fois un dossier, je le mets de côté. Donc si vous avez besoin de toutes ces infos, c'est disponible. Ok. Voilà. Merci. Merci à vous. Et puis, passez une bonne fin de soirée. Merci. Vous aussi. Pensez à décrocher des écrans avant 23h. Et vous coucher pour la Groove Hormone avant 11h aussi. Ouais. Voilà. Ça marche. Merci à vous et puis à très bientôt. Jordi et Alexandre, nous, on se retrouve futurement en mail. Et puis, ouais, ça marche. Voilà. Allez, bonne soirée à vous. Ouais, merci. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Ciao.